On avait commencé cette journée avec qu'est-ce que ça fait dans le cerveau, et on va poursuivre à est-ce qu'on peut imaginer des protocoles de neurofeedback qui permettent de mieux cibler certaines activités psychophysiologiques. Au cours de notre journée régionale de Next, on brainstorm pas mal au sein de Next pour réfléchir sur le neurofeedback. On avait discuté avec François Galat de la notion d'EEG-copée. Est-ce qu'on pourrait avoir, comme on a une pharmacopée, une EEG-copée pour cibler certaines dimensions particulières en neurofeedback, et pour apprendre aux patients à moduler certaines dimensions psychophysiologiques. Donc on ouvre cet après-midi. On a le plaisir d'entendre François Galat qui nous accueille. Jean-Marie, vous l'avez dit, et donc on est très heureux de Next d'être ici et d'avoir t'écouter sur cette thématique. Merci Jean-Arthur. Bon, effectivement, sans transition, je vais vous parler de l'approche dimensionnelle et de comment celle-ci pourrait être appliquée au neurofeedback. Je vais d'abord vous parler de neurofeedback catégoriel, c'est-à-dire d'un neurofeedback dont on pourrait s'éloigner, et celui qui existe déjà. L'approche catégorielle, c'est une approche de classification de pathologie. On va d'abord définir une pathologie avec des traits saillants qui va être souvent définie comme un ensemble d'anomalies de fonctionnement par rapport à une norme. Et le soin, dans ce cadre-là, ce sera le fait de se rapprocher de la norme. Donc, l'illustration de cette approche, vous avez des sujets contrôle, et on va considérer que ces sujets contrôle sont sains, et que c'est plus souhaitable d'être sain. Bon, déjà, c'est discutable, parce qu'effectivement, la norme, c'est pas forcément le meilleur objectif. Admettons. Maintenant, on va prendre des entités cliniques, qui correspondent à des observations des dimensions pathologiques, qui assemblées ensemble semblent former un tout cohérent. On va leur donner un nom, une pathologie. Et on va prendre des sujets, donc c'est mon point rouge ici, ce sont mes patients, on dit qu'ils sont atteints d'une pathologie parce qu'ils ne fonctionnent pas comme la norme. On va essayer de les rapprocher de la norme qui est définie par le nuage de points bleus, qui sont les enregistrements sur nos sujets sains. Les performances vont être calibrées, c'est-à-dire que, en gros, on a un absolu à atteindre qui est prédéfini, et on essaye de ranger l'individu dans cet absolu. La pathologie va être définie comme la distance à la norme, et plus on se rapproche de la norme, moins on est pathologique. C'est un modèle qui est relativement simple, et qui peut marcher relativement bien, dans une certaine limite. Bon, déjà, c'est un modèle qui, d'un point de vue éthique, peut être assez enfermant. On a un philosophe français, Canguilhem, qui justement s'est beaucoup penché sur le problème du normal et du pathologique, et de savoir s'il faut qu'on s'enferme dans ce modèle. Et puis, nos patients, chaque patient est différent, et donc ils vont avoir des spécificités. Donc, on pourrait tout à fait considérer, par exemple, que cet individu se trouve là selon nos mesures, parce qu'en fait, il est en train de compenser quelque chose. Et si on essaye de le rapprocher de la norme, on est peut-être en train de détruire des mécanismes compensatoires. Ce qui signifie que d'un individu à l'autre, il est tout à fait possible que le traitement ait des effets négatifs. Alors ça, je vais l'illustrer en prenant un problème qui ne vient pas du champ de la psychiatrie et qui permettra de comprendre un petit peu mieux. Prenons un touriste qui décide d'aller voyager au Cap-Vert. Bon, si vous êtes mal renseigné, vous partez au Cap-Vert, vous ne faites rien, vous risquez d'attraper le paludisme. Ah oui, puisque là-bas, c'est une zone impaludée. Donc notre touriste se renseigne, il va voir son médecin, et le médecin lui dit, pour éviter d'attraper le palu, vous allez prendre un antipaludique, par exemple la primaquine, et donc, vous n'allez pas attraper le palu. Logique. Mais maintenant, admettons que notre touriste ait un déficit génétique en enzyme G6PD. Alors tout le monde n'a pas ça, bien évidemment, mais le touriste n'est pas au courant. Donc il va voir son médecin qui lui dit « Oulala, si vous ne prenez pas de primaquine, vous allez attraper le palu ». Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec ce déficit, il a déjà une immunité naturelle. C'est-à-dire qu'en fait, s'il allait au Cap-Vert sans prendre d'antipalu, il ne l'attraperait pas. Donc ça ne sert à rien. Sauf que c'est même pire que ça, parce que s'il prend la primaquine, ça va déclencher une hémolyse. Ça va détruire ses globules rouges. Donc pour cet individu qui a une anomalie assez spécifique, le fait de suivre le traitement et d'essayer de le faire rentrer dans la norme, ça va le détruire. Donc ce que ça signifie, c'est qu'on ne peut pas
avoir une approche de la médecine qui soit globale et qui vont vraiment détailler et rentrer dans les traits, les petites dimensions qui se cachent derrière les pathologies. Est-ce que ça a quelque chose d'utile du point de vue du neurofeedback de se poser ces questions? Est-ce que le neurofeedback c'est quelque chose qui touche plus certains individus que d'autres? Si jamais vous essayez de regarder les effets de la primaquine et que sur un ensemble d'individus sur lequel vous faites le test, vous en avez 50%, la moitié des individus qui ont cette anomalie enzymatique. Là, vous allez vous rendre compte que la primaquine les détruit et que c'est un très mauvais traitement. C'est logique. Maintenant, si vous faites du neurofeedback sur une population dont la moitié ont des locus de contrôle particuliers, très internalisés, c'est-à-dire qu'ils vont avoir tendance à considérer que le signal de feedback ne veut pas dire grand-chose et qu'il devrait suivre uniquement à eux-mêmes, eh bien, votre neurofeedback sera classé comme sans effet. Est-ce qu'on s'intéresse à voir ce qui fait qu'un individu réagit ou pas à un neurofeedback? Si effectivement on cherche des traits dimensionnels, alors j'ai pris le locus de contrôle, mais il peut y en avoir beaucoup d'autres. On peut regarder plusieurs traits psychologiques, on peut regarder aussi des marqueurs biologiques ou neurobiologiques. Si on regarde ces marqueurs, on va peut-être se rendre compte que certains individus répondent mieux et que le neurofeedback serait plus adapté pour eux. En fait, ça a été fait par d'autres que moi. Si jamais on prend justement que ce soit le rythme SMR dans cette étude de Reichert ou plusieurs autres études sur la rapport θ-bêta dans de nombreux autres neurofeedbacks, on se rend compte qu'il y a souvent des profils d'individus qui répondent mieux au neurofeedback. Et si on prend par exemple des individus qui ont une très forte anomalie dans le rythme sensorimoteur, ils vont généralement mieux bénéficier du neurofeedback que des individus qui ne l'ont pas. Et ça n'a pas forcément grand-chose à voir avec la pathologie dont ils sont atteints. Donc si on s'intéressait plus aux traits et moins aux pathologies pour créer nos groupes dans nos études, on aurait peut-être des effets un peu plus importants quand on fait nos mesures d'efficacité. Si on regarde la façon de classer les approches thérapeutiques autour du neurofeedback, on voit qu'il y a effectivement identifié des traits sur lesquels on intervient. J'ai repris ce tableau de Jean-Arthur. Mais effectivement, ils sont toujours liés à des pathologies. Qu'est-ce qui se passe si on regarde ces traits en dehors des pathologies? Si on regarde quelque chose de plus transversal? Si jamais on allait regarder l'hypoéveil en général et voir ce qui se passe dans le cerveau en rapport avec l'hypoéveil, et pas uniquement sur les personnes qui souffrent de TDAH ou d'épilepsie. Autrement dit, avoir une approche qui soit non pas catégorielle, c'est-à-dire par maladie, mais une approche dimensionnelle, c'est-à-dire par trait. Et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce que c'est un problème en psychiatrie? Parce que les catégories, la nosographie psychiatrique est assez peu spécifique. Il y a des recouvrements entre les pathologies. Donc on va voir un petit peu comment on pourrait essayer de résoudre ce dilemme. Alors je ne suis pas le seul à parler de ça et je n'ai pas inventé l'approche dimensionnelle. Il y a en ce moment beaucoup d'efforts au niveau international en psychiatrie pour suivre cette approche-là et au lieu de s'axer sur des pathologies, s'axer sur des dimensions, des traits spécifiques des individus. Donc je cite ici le projet AirDoc, qui est un projet qui vise à remplacer à terme les classifications de type DSM ou SIM par des catégorisations des individus dimensionnelles plutôt que par pathologie, et qui a identifié différentes dimensions de l'individu qui permettent de caractériser son fonctionnement sans avoir à passer par une définition de pathologie type dépression, schizophrénie ou trouble de l'attention. Maintenant, c'est intéressant parce que si on regarde dans le domaine de l'EEG, et je dois remercier Thomas parce qu'on en a discuté, il est à l'origine de ce slide, il a contaminé la présentation. En fait, on sait déjà depuis longtemps qu'il y a des clusters dans l'EEG. Alors ça ici, ça vient de recherches qui ont été développées il y a relativement longtemps, on parle des années 70 à 90, c'est déjà de l'histoire ancienne. Et si on compare plusieurs individus et qu'on regarde leurs traits, on peut se rendre compte qu'effectivement, il y a des traits saillants avec des biomarqueurs dans l'EEG qui sont en rapport pas forcément avec une pathologie, mais avec des atteintes fonctionnelles. Par exemple, au centre, ce que vous avez ici, ce sont des distributions simplement de l'activité θ en fonction du Global Detection Scale, autrement dit de l'atteinte au quotidien des pathologies d'un individu. Intéressant. Puis c'est intéressant aussi si on regarde cet axe-là, où on retrouve bien l'histoire des problèmes de spécificité dans la psychiatrie. Vous avez différents individus, donc l'étude a été menée sur un peu plus de 400 individus, avec plusieurs pathologies. Donc il y en a, ils ont une pathologie, ils sont normaux.
Et puis sinon on a des dépressifs, des bipolaires, des schizophrènes qui répondent à un traitement médicamenteux, des alcooliques, des démences neurodégénératives, des stades précoces de démence neurodégénérative potentielle et des troubles obsessionnels compulsifs. Et si vous classez leur activité EEG, vous voyez qu'on trouve des clusters. Il y a une douzaine de clusters qui sont identifiés avec beaucoup d'éléments communs d'une pathologie à l'autre. Donc par exemple, vous prenez le cluster numéro 12, voilà, il est ici. Le cluster numéro 12, il ressort dans les deux formes de schizophrénie, mais il ressort aussi chez les sujets contrôle. C'est intéressant. Par contre, on ne retrouve pas dans les autres pathologies, et si, non, voilà, on ne retrouve pas dans d'autres pathologies. Donc là, on n'est pas du tout sur une classification orientée vers la pathologie, mais sur des traits de fonctionnement. Est-ce qu'on pourrait utiliser ça pour soigner? Alors, qu'est-ce qu'on enregistre en EEG? Thomas nous a déjà parlé ce matin du fait qu'en EEG, on enregistre l'activité qui provient de la cohérence de centaines de milliers de neurones. On va avoir deux choses. On va avoir une activité de fond qui va, elle, plutôt varier en fonction de l'état de conscience. Si je suis bien réveillé ou si je suis à moitié endormi, mon EEG de fond va atteindre certaines fréquences. Et puis on va avoir des changements stationnaires ou transitoires en réponse à des stimuli, des réactions. Ce qui fait en fait de l'EEG quelque chose d'assez complexe. Les réponses à ces stimuli induisent des changements détectables et selon mon fonctionnement, selon le fonctionnement de mon système nerveux, ces réponses cérébrales ne seront pas les mêmes. Donc je vais parler en fait de ces différents éléments, mais auparavant je dois vous introduire de ces éléments-là, c'est-à-dire des activités de fond et des changements stationnaires et transitoires, et voir comment on peut les organiser pour avoir une approche de traitement. Auparavant, je dois parler de remédiation cognitive et dire qu'il y a un point commun. Si jamais on approche le neurofeedback d'une façon dimensionnelle et non pas catégorielle, en fait on a la même approche que celle qui est faite dans la remédiation cognitive. Dans la remédiation cognitive, au lieu de traiter une pathologie, on va traiter des dimensions qui sont des fonctions cognitives déficitaires qui sont sous-jacentes à la pathologie. Et on essaye d'entraîner ces fonctions cognitives pour les améliorer. Donc si je prends l'exemple dans la remédiation cognitive de la schizophrénie, donc vous avez des conséquences fonctionnelles qui sont ce qu'on peut observer. Par exemple, l'individu va être désorganisé, il va avoir des symptômes positifs avec les délires qui sont observables, et puis il va avoir des symptômes négatifs qui sont moins facilement observables avec des difficultés au niveau cognitif qu'on ne perçoit pas directement, que l'individu peut masquer. Et derrière ça, on va trouver en cause des déficits fonctionnels avec une atteinte des mécanismes de l'attention, une atteinte des fonctions exécutives, une atteinte des systèmes de la mémoire, et qui, eux, ne sont à l'heure actuelle pas traités par les médicaments. Les médicaments vont plus jouer sur les symptômes positifs. L'approche de remédiation cognitive va viser à corriger ces déficits-là. Le résultat, c'est la pathologie. Ce qu'on observe, si on a une approche catégorielle, devrait logiquement être impacté par l'amélioration des différentes dimensions sous-jacentes. Pourquoi c'est intéressant pour le neurofeedback? Le neurofeedback, si jamais on prend un modèle de commande de processus un petit peu plus élaboré, qui est celui de l'apprentissage de compétences, ça c'est notre individu qui est en train d'essayer d'apprendre, et comme résultat, par exemple, s'il est schizophrène, on va avoir tout l'ensemble des symptômes visibles. Sauf que pour atteindre ces symptômes visibles, il y a eu des déficits cognitifs. Et là, on est de l'ordre de ce qu'on appelle la performance. La performance, c'est ce qui va précéder ce qui est observable. Les dimensions, c'est la performance. Les résultats, c'est les catégories pathologiques. Et donc, vous allez avoir, pour l'individu, la capacité à s'auto-observer, soit observer le fait qu'il n'arrive pas à s'inscrire dans la société, à fonctionner normalement, soit percevoir au niveau interne ses efforts cognitifs. Et ce que fait le neurofeedback, c'est qu'il va fournir des rétroactions, des informations qui vont l'aider à réorienter son fonctionnement anormal. Donc c'est un étayage qui va l'aider à s'entraîner à mieux fonctionner. Si on prend la remédiation cognitive, on a des individus qui discutent avec notre patient pendant qu'il effectue des tâches neurocognitives relativement complexes qui lui fournissent un étayage. Ce matin, on a parlé de zone proximale de développement. On va aider l'individu pour mieux manager son stress, pour qu'il ait une meilleure performance. En fait, ces étayages vont être de l'ordre soit de rétroaction externe
voilà, des rétroactions externes de résultats, c'est-à-dire qu'on lui dit vous avez réussi ou pas. En fait, on va beaucoup donner des rétroactions externes de résultats positifs. On va encourager l'individu en lui disant de persévérer, alors qu'il va avoir tendance à baisser les bras. Et puis, le psychologue va éventuellement lui parler de ses mécanismes internes et de comment il pourrait mieux gérer. Et en fait, avec le neurofeedback, on parle de mécanismes internes à un très haut niveau, puisqu'on est directement sur le fonctionnement cérébral. Ce qu'un psychologue, quelle que soit sa finesse d'observation, ne sera pas capable de faire. Il n'est pas à l'intérieur de votre cerveau. D'où l'intérêt. En fait, le neurofeedback, c'est vraiment un outil parfait pour une approche dimensionnelle, parce que justement, on va aller attaquer ce qui se trouve dans le cerveau, en amont. Alors, si jamais on prend ce point de vue-là, en fait, on pourrait traiter n'importe quelle pathologie avec une approche dimensionnelle, ce qui signifie qu'en fait, on va chercher à développer des neurofeedbacks qui ciblent des dimensions, et pas des pathologies. Donc on va cibler par exemple les dimensions mémoire ou les dimensions attention. Et on va essayer d'améliorer l'attention ou d'améliorer la mémoire. D'ailleurs, si on parle d'améliorer, bien évidemment, on peut avoir l'idée d'améliorer les performances même chez des individus sains. J'en viens au cœur de mon propos. Jean-Arthur vous a fait baver en vous parlant d'une EEG copée, alors il faut que je sois à la hauteur. Je vais vous parler de ce qui existe, de ce qu'on trouve déjà dans la littérature, qui est d'ailleurs relativement riche. Bon, j'ai parlé au départ de tout ce qui avait été fait en neurofeedback, avec les rapports d'état-d'état, les rythmes sensorimoteurs, il y en a d'autres. Je ne m'étendrai pas forcément énormément, mais ce sont des approches basées sur les rythmes de fond. Je vous ai dit que dans l'EEG, on avait les rythmes de fond liés à l'état de conscience et à des états, et qu'on va avoir des réponses à des stimuli, des réponses transitoires. Je parle d'abord de tout ce qui est en lien avec les états. Par exemple, on sait que le rapport θ-bêta, qui est relativement bien validé pour le neurofeedback dans les troubles déficitaires de l'attention et de l'hyperactivité, peut être plutôt lié à l'éveil. Mais ça, l'éveil, c'est une dimension qui est vraiment transpathologique. Ça n'a pas forcément de lien avec le TDAH. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant qu'on retrouve effectivement une efficacité aussi dans l'épilepsie. Alors, il manque effectivement quelque chose. Pour quelle raison est-ce qu'on approche le neurofeedback θ-bêta par le TDAH ou par l'épilepsie? Pourquoi est-ce qu'on ne s'intéresserait pas plutôt au fait de faire du neurofeedback θ-bêta chez les individus qui ont une anomalie de θ-bêta et qu'on regarde quelles conséquences fonctionnelles ça a pour eux? Ce qui serait une approche totalement différente. Mais effectivement, étant donné qu'on sait que les individus qui ont les rythmes les plus anormaux au départ bénéficient plus du traitement, ça ne paraît pas complètement injustifié. Quelle autre approche on pourrait avoir qui soit basée sur des traits? Là, ici, on est effectivement sur une étude, en fait plusieurs études même, qui regardent si on pourrait essayer de jouer avec des marqueurs en lien avec le contrôle inhibiteur et le vieillissement cérébral. Donc on va regarder par exemple le pic alpha. Et là, on ne va pas s'intéresser à des pathologies. On va essayer de voir si on pourrait intervenir sur le pic alpha et quelles conséquences ça pourrait avoir. Alors, on va avoir une variation du pic alpha. Il manque effectivement chez les très jeunes le pic alpha qui est plus bas en fréquence, sur ma diapositive. Et donc généralement, après arriver à l'âge adulte, on va avoir un ralentissement du pic alpha quand on vieillit et une diminution de son amplitude. Donc ce qu'ont tenté de faire certaines équipes, c'est de voir s'il était possible de l'entraîner, et effectivement ça répond relativement bien. On peut en fait jouer à la fois sur la fréquence et sur l'amplitude de ce pic alpha avec un neurofeedback. Quelles conséquences ça va avoir? Sur une étude qui est quand même relativement restreinte, puisqu'il y avait 6 ou 8 sujets, il me semble, on a une amélioration de la vitesse de traitement de l'information et des fonctions exécutives. Ça intéresse beaucoup de pathologies. Je vais passer sur quelque chose déjà d'un petit peu plus élaboré en termes de signaux. Il y a eu beaucoup de recherches en neurosciences cognitives sur ce qui s'appelle le liage perceptif, c'est-à-dire la capacité qu'a l'esprit humain à combiner des stimuli relativement complexes et en former un tout, une gestalt ou une représentation mentale cohérente. Et ce que le cerveau est capable de faire très rapidement. On s'est observé qu'il y avait un corrélat de cette activité lorsque nous avons plusieurs aires cérébrales qui dialoguent entre elles et qui établissent justement ce rapport entre des percepts qui sont disparates. Souvent on observe une synchronisation dans la bande gamma aux alentours de 40 Hz. C'est-à-dire qu'on a des signaux relativement rapides qui se mettent à devenir cohérents. Thomas parlait de cohérence ce matin, il y a la cohérence locale, il y a aussi la cohérence à longue distance entre des aires cérébrales plus éloignées.
Une autre approche qui a été testée, c'est de regarder si on pouvait essayer d'augmenter justement ces réactions gamma et voir si on pouvait induire du binding, induire du liage perceptif chez des individus. On leur fait faire des tâches de liage perceptif et en même temps on leur fait moduler leur synchronisation gamma. Alors ce qu'on observe, c'est que non seulement il y a un gain, mais en plus ce gain semble corréler avec un test d'intelligence, qui est un test voisin du QI classique, qui est le SPM de Raven. Donc là aussi, on est sur une dimension, le liage perceptif, qu'on retrouve dans de nombreuses pathologies. Mais comme j'ai dit, l'EEG, c'est pas seulement des ondes. Alors pourquoi est-ce que les ondes, ça pose un problème, et pourquoi dans le domaine des interfaces cerveau-machine, souvent on ne travaille pas sur des ondes simples? C'est à cause d'un problème de spécificité. Alors cette diapositive vous illustre un petit peu ce problème de spécificité en regardant au fur et à mesure du temps dans la littérature, donc ça c'est depuis 1930 jusqu'à 2000, l'ensemble des fonctions cognitives qui ont été associées avec le rythme θ hippocampique. L'hippocampe, c'est une toute petite structure au cœur du cerveau. Donc c'est pas l'ensemble du cerveau. Et cette petite structure, on lui a attribué tout ça. Alors je pense que vous ne pouvez pas lire du fond, mais en gros, le θ, ça fait presque tout, ça sert le café, c'est magique. Maintenant, quand on est en neurofeedback sur le rapport θ-β fronto-central, c'est pas une toute petite aire comme l'hippocampe qu'on est en train de moduler. C'est un morceau de cerveau énorme. Donc on n'est pas totalement sûr de ce à quoi on touche. Il faudrait quelque chose de vraiment plus spécifique si on veut être sûr de notre effet. Est-ce qu'on a des notions sur ces choses spécifiques? En fait, oui. L'EEG, ça date d'il y a longtemps, ça fait plus de 70 ans que ça existe. Donc depuis le temps, on a étudié ces dimensions. Par exemple, on a étudié des potentiels évoqués. Ça c'est beaucoup utilisé en neurosciences cognitives. Un potentiel évoqué, l'idée c'est qu'on va présenter plusieurs fois des stimuli ou plusieurs fois des tâches. La tâche est répétée, c'est tout le temps à peu près la même. Donc on a des tout petits changements transitoires qui sont cachés à l'intérieur de ce flux d'activité cérébrale. Et on va moyenner ces tâches. C'est-à-dire qu'on va faire 100 fois la même tâche et on calcule la moyenne. Ce qui se passe, c'est que tout ce qui n'est pas lié à la tâche va avoir tendance à diminuer. Ça va augmenter ce qu'on appelle le rapport signal sur bruit. On va trouver des invariants, des choses qui sont tout le temps là dans le signal d'un essai à l'autre. Et ça crée un potentiel évoqué. Donc c'est ce qu'on trouve illustré, ça ressemble à des petites ondes, comme ça. On a une localisation de pic à un instant donné et son amplitude. Sauf que les potentiels évoqués, c'est bien, vous me direz, mais si je veux faire un neurofeedback, il faut que je les capture en temps réel. C'est-à-dire qu'il faut que je sois capable de mesurer le potentiel évoqué très vite. Si jamais je dois faire 100 fois l'essai, c'est pas possible. En fait, concrètement, c'est typiquement le genre de problématique auquel s'attaquent les spécialistes des interfaces cerveau-machine. En fait, ce qui va intéresser dans le design d'une interface cerveau-machine, c'est qu'on soit capable de capturer rapidement une réponse cérébrale. Et il y a eu de très nombreuses études basées sur ce principe de capturer des potentiels évoqués pour en déduire une commande. Bon, par exemple, si vous prenez un petit clavier ici, vous avez un ensemble de lettres, et on va les faire clignoter. On fait clignoter soit les colonnes, soit les lignes, aléatoirement, très rapidement. En fait, vous allez avoir un potentiel évoqué qui va intervenir, le potentiel P300, je vais en reparler plus tard, et ce potentiel évoqué va être d'autant plus fort que vous êtes en train de focaliser votre attention sur la lettre. Donc simplement, comme ça va très vite, on va calculer plusieurs fois les potentiels évoqués, et en l'espace de quelques secondes, on pourra déterminer quelle lettre vous êtes en train de regarder. Donc en fait, on a des trucs, des astuces qui permettent d'accélérer les captures de ces interfaces cerveau-machine. Ce sont des interfaces cerveau-machine qui sont dépendantes, dans lesquelles on contraint l'activité cérébrale par un stimulus. Il y a d'autres interfaces dépendantes qui existent. Par exemple, on peut prendre des interfaces à potentiel évoqué de régime permanent, où on fait clignoter cette fois une fréquence constante toutes les commandes, et on va trouver dans le cerveau des réponses fréquentielles à la commande sur laquelle l'attention est la plus focalisée. Mais on peut aussi, avec des approches de machine learning, de modélisation, arriver à déduire et à calculer, depuis un très petit nombre d'essais, les valeurs d'amplitude et de latence des potentiels évoqués, sans avoir à recourir à des centaines d'essais. Ça a été montré, on peut bien estimer la négativité d'erreur, on peut bien estimer la négativité de discordance, et en fait rien n'empêcherait d'estimer ces potentiels évoqués depuis un petit nombre d'essais. Donc c'est faisable. Maintenant, admettons que ce soit faisable, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec? Si on essaie de faire du neurofeedback basé sur les potentiels évoqués, je vais parler un petit peu de ces invariants, de ces traits dimensionnels qu'on retrouve en fonction des potentiels évoqués.
Alors ça vient d'une petite étude récente sur les acouphènes. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la problématique des acouphènes. Ce sont des gens qui entendent des sons dans leur oreille qui n'existent pas. La plupart du temps, ça vient d'un traumatisme au niveau du système auditif, mais ensuite il y a une adaptation du système nerveux. Très souvent, comme c'est dérangeant, les gens ont envie de faire disparaître l'acouphène, ils ne peuvent pas, ça les frustre, donc ça les dérange encore plus. Et au bout d'un certain temps, ils restent hyper focalisés sur ce bruit, et en fait, ils restent générés à l'intérieur. Donc certains patients peuvent garder leurs acouphènes pendant très très longtemps, et il y a un lien avec la gestion du stress. Il se trouve qu'on a une onde, qui est l'onde de réponse auditive lente, qui corrèle très bien avec l'intensité perçue des acouphènes. Donc ça, c'est un potentiel évoqué. C'est-à-dire que si je vous envoie des sons dérangeants dans les oreilles, et que vous avez un acouphène, cette onde ne va pas réagir pareil que si vous n'avez pas d'acouphène. Pourquoi ? Parce que les personnes qui ont un acouphène, comme je l'ai dit, ont eu une dérégulation de leur attention auditive. Ce qu'on peut faire, c'est regarder la synchronisation neuronale dans la zone temporelle qui correspond à cette onde, et demander à l'individu de la faire varier. Donc là, c'est ce qu'on a ici, sur la manip qui a été tentée. On demande à l'individu de faire varier le niveau de synchronisation neuronale qui correspond en fait à cette onde. Donc autrement dit, on lui demande de faire varier son attention auditive. Ça, c'est la première session, et après 4 sessions, ça ressemble à ça. Alors vous ne voyez pas très bien, ici, il y a des pointillés qui correspondent à cette cible. Donc ça, c'est ce que l'individu est censé faire, c'est son entraînement. Il apprend à varier son attention auditive volontairement. Et au bout de 4 sessions, ils y parviennent. Ce qui est intéressant, c'est qu'au bout de 4 sessions, ils y parviennent, et bien évidemment, les symptômes d'acouphènes se mettent à diminuer. Alors ça, c'est une étude relativement limitée, sur une pathologie isolée. Mais encore une fois, on est sur un trait dimensionnel, on est sur l'attention auditive. Il n'y a pas que dans les acouphènes que l'attention auditive est impliquée. Et là, on est sur le fait de capturer quelque chose de très spécifique, puisqu'on capture une réponse avec un potentiel évoqué. Donc on sait un peu plus ce qu'on est en train de mesurer. Bon, de la même manière, on pourrait regarder les potentiels évoqués qui ont un lien avec les systèmes de la récompense. Par exemple, le potentiel positif lent va avoir un lien avec le système de la récompense et l'humeur. En particulier, en fait, c'est un potentiel évoqué qui se déclenche quand l'individu anticipe une récompense. Et il se trouve que ce potentiel évoqué corrèle avec plusieurs pathologies. Encore une fois, on est sur une dimension transversale. Donc si on prend par exemple les alcooliques, les schizophrènes, les individus en épisode dépressif majeur ou les bipolaires, ils vont avoir tendance à avoir une réponse très basse. Ce qui corrèle assez bien avec le fait qu'ils sont en anédonie. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas trop percevoir de motivation à chercher une récompense. Par contre, si on prend les individus qui ont un problème d'hyperactivité, ils vont avoir tendance, eux, à être sur une surrecherche de la nouveauté et de la stimulation, avec des mécanismes d'envie mal régulés, et on retrouve à nouveau la réponse. Donc, en modulant ce potentiel évoqué, est-ce qu'on pourrait changer la relation à la récompense ? À l'heure actuelle, ça n'a pas été testé en neurofeedback. Par contre, il y a eu des approches de remédiation cognitive qui ont été testées, où on demande à des individus d'essayer de contrôler leur perception subjective de la récompense, avec une stratégie très très simple. On leur montre des carrés de couleurs. Et un carré va être associé à une récompense, et l'autre n'est pas associé à une récompense. Et ce qu'on demande à l'individu simplement, c'est quand on leur montre les carrés, d'essayer de se focaliser soit sur le fait de penser qu'ils vont avoir une récompense et d'être contents, soit se focaliser sur la couleur du carré. Donc ils vont essayer volontairement d'influer sur leur système de la récompense et de l'activer ou de le désactiver. Et effectivement, en fonction du type de régulation qu'on leur donne, on voit le changement de l'individu, de la courbe en pointillé à la courbe pleine, ils vont changer leur potentiel évoqué. Et pourtant là, on était sur un feedback indirect. On ne leur a pas présenté leur potentiel évoqué. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire si on avait accès à ce signal ? La négativité d'erreur, Jean-Marie vous a parlé ce matin des difficultés qu'on peut avoir par rapport aux nombreuses fonctions cognitives qui sont atteintes dans la dépression. Si on essaye de faire du neurofeedback chez des patients dépressifs, un problème va être qu'ils ne sont pas tous capables de se remettre en cause et de tenir compte du signal. Et effectivement, on peut le retrouver
avec des marqueurs, on peut objectiver cette difficulté. La négativité d'erreur, c'est un signal qu'on retrouve qui correspond à l'organisation des comportements en milieu complexe. Alors, je vais vous traduire ça, parce que c'est un peu barbare. Vous avez deux systèmes qui sont impliqués dans toutes les tâches que vous effectuez dans la vie courante. Vous avez un système de récompense qui va vous motiver au niveau émotionnel à faire certaines tâches. Puis vous avez un contrôle cognitif avec de la planification des décisions. Et parfois vous vous plantez. C'est-à-dire que vous avez mal synchronisé vos deux systèmes. Donc vous avez fait quelque chose, vous pensiez que vous auriez une récompense, et en fait vous n'avez pas une récompense, vous êtes puni. Et ça, quand on va l'intégrer, on va avoir, quand on se trompe, c'est spécifiquement quand on se trompe, c'est pour ça qu'on parle de négativité d'erreur, si on intègre ces deux systèmes correctement, on observe une onde quand on a une réponse incorrecte qui marque « Ah, je me suis trompé, il faut que je m'en remette en cause ». Alors cette onde, par exemple, est relativement bien corrélée avec le fait d'avoir un bon contrôle cognitif. Et chez les personnes qui ont un quotient intellectuel élevé et de bonnes performances, on va trouver une onde plus importante que dans la population moyenne. Par contre, on va avoir tendance à trouver une onde plus basse dans la dépression. Mais les études sont contradictoires. Parce que comme je l'ai dit, on s'intéresse à des catégories en psychiatrie. Donc on va prendre des individus dépressifs et on regarde leur ERN. En fait, il se trouve que parmi les dépressifs, il y a des dépressifs anxieux et des dépressifs moins anxieux, il y a des dépressifs majeurs, des dépressifs légers. Et en fonction de leur stade et de leur rapport à l'anxiété, on ne retrouve pas l'ERN. D'ailleurs, l'onde en question est très augmentée chez les personnes qui ont une hypervigilance cognitive, c'est-à-dire les personnes qui souffrent de troubles anxieux généralisés, de troubles obsessionnels compulsifs ou d'anxiété sociale. Quand je parle d'hypervigilance cognitive, ce sont des gens qui sont en permanence en train de revérifier s'ils sont en train de faire une bêtise. Donc ils ont un contrôle cognitif suractivé sur attention, je vais faire une bêtise. Ce qui n'a rien à voir avec d'autres systèmes d'anxiété, par exemple les phobies spécifiques, où là la réaction n'est pas une hypervigilance cognitive, mais une hypervigilance somatosensorielle avec une augmentation de l'éveil. Et chez ces individus-là, qui ont une augmentation effectivement de l'éveil, il n'y a pas de réaction au niveau de l'ERN. Donc on a quelque chose ici qui est spécifique, qui est cognitif, qui est transversal à plusieurs pathologies. Et il n'y a pas eu de test en neurofeedback. Par contre, il y a eu des tests en remédiation cognitive, encore une fois. On peut essayer de rééduquer l'hypervigilance. Il y a une remédiation qui s'appelle ABM, dans laquelle on va demander à l'individu de stopper son hypervigilance volontairement. Et on se rend compte que suite à cette remédiation-là, on réduit l'amplitude de la négativité d'erreur chez les patients hypervigilants. Mais encore une fois, sans leur présenter. C'est un petit peu comme si on leur disait d'essayer de jouer aux fléchettes sans leur montrer la cible. Donc qu'est-ce qui nous empêcherait de leur montrer la cible et de voir si ça marche mieux? Je vais maintenant parler du degré au-dessus de complexité. Est-ce qu'on pourrait aller vers encore plus de précision et chercher des traits dimensionnels encore plus spécifiques en utilisant les approches de traitement de signal et de modélisation qui sont issues du champ des interfaces cerveau-machine. Alors je vous avais dit que le EEG, il y avait du transitoire et puis il y avait des activités de fond. En fait, le EEG, c'est même plus compliqué que ça. Alors, je vais essayer de faire vite, parce que je ne sais pas où j'y suis. Question timing. Oui. Merci. Alors, ici, on a le EEG représenté dans le temps. Et le EEG, c'est un petit peu comme une symphonie avec plusieurs instruments. Chaque instrument joue à une fréquence différente. Donc, Thomas vous parlait des différentes fréquences auxquelles les neurones s'organisent. Si vous regardez ici, vous voyez les basses fréquences, les moyennes fréquences et les hautes fréquences. C'est une carte temps fréquence. C'est-à-dire qu'ici, en ordonnée, on a les différents rythmes. Si vous voulez, dans une chorale, là on va avoir les basses, là on va avoir les ténors, et là on aura les sopranes. C'est les différentes voix, ou dans un concert, ce sera différents instruments. Et ils ne chantent pas au même moment, parce que sinon c'est pas une polyphonie. Donc là, on va avoir quelqu'un qui chante dans le chœur des basses, et puis là on a quelqu'un qui est dans le pupitre des ténors, qui vient de faire un solo. Alors ça, cette activité, vous voyez, c'est l'activité d'un canal EEG pris tout seul, sur un seul essai. Il n'y a eu aucun Moyen-Âge, aucun traitement. Ça ressemble à ça, de l'EEG brut. Sauf que cet EEG brut, vous l'avez distribué sur plusieurs canaux simultanément. C'est pour ça en fait qu'on a un problème de spécificité. C'est pas que l'EEG n'est pas spécifique, c'est simplement que l'EEG est très riche. C'est-à-dire qu'il faut trier l'information si on veut être plus précis. Et si on trie l'information, on aura accès à beaucoup de choses. Et c'est ce qui se fait dans le domaine des interfaces cerveau-machine. Et on peut effectivement essayer de construire des interfaces cerveau-machine cognitives.
C'est-à-dire qu'avec nos capteurs, on extrait des descripteurs, et avec un algorithme de translation, on va avoir un état, donc la dimension qu'on va chercher. Ça peut être n'importe quelle dimension, on pourrait chercher à mesurer, il peut s'agir de l'attention, il peut s'agir de l'encodage en mémoire, il peut s'agir de la récupération mémorielle, de la mémoire de travail, il n'y a pas de limite en fait à ce qu'on pourrait faire. Et c'est un champ qui est en train de se développer à l'heure actuelle. Alors ça permettrait de faire du monitoring pour la télémédecine, et ça c'est l'indication qu'on trouve dans la plupart des articles qui parlent d'interface cerveau-machine cognitive, ce qui est un petit peu dommage, parce qu'en fait rien n'interdirait d'utiliser ça pour faire du neurofeedback. Et faire un neurofeedback qui soit le plus précis possible, le plus spécifique possible. Alors, je vais prendre l'exemple de la P300. Historiquement, la P300, ça a été un des premiers systèmes utilisés pour les interfaces cerveau-machine dépendantes. Je vous en ai parlé avec mon histoire de clavier. Alors, vous voyez quand même le gap temporel entre le moment où on a découvert l'effet de la P300 et le moment où on a commencé à construire des interfaces cerveau-machine avec. Et là, maintenant, on commence à se rendre compte qu'on pourrait avoir des applications. On a 30 ans d'écart. Bon. La recherche, c'est long. Donc, quand on prend un sujet et qu'on le présente face à des stimuli qui sont surprenants, ou quand on lui demande de se concentrer sur des stimuli, de trouver le stimulus anormal dans une suite, on va trouver cette onde de P300, et l'onde en question a tendance à évoluer de façon transversale, et quand je dis transversale, il y a énormément de pathologies, d'anomalies de fonctionnement cérébral qui corrèlent avec l'évolution de l'onde P300. Qu'est-ce que c'est cette onde? Ça correspond au fait que le cerveau traite les tâches de façon sérielle, les unes après les autres, et à un moment il a besoin de basculer sur autre chose. Quand on demande à un individu de guetter l'arrivée d'un stimulus et d'appuyer sur un bouton, quand le stimulus arrive, il doit arrêter de guetter pour passer à la tâche je vais appuyer sur le bouton. Donc ça veut dire qu'il va devoir inhiber tout ce qui dans son cortex est en cours de fonctionnement pour le rafraîchir et passer à une nouvelle tâche. C'est typiquement une tâche de flexibilité cognitive. Et effectivement, quand la flexibilité cognitive est atteinte, la onde P300 va avoir tendance à ralentir en latence, c'est-à-dire venir plus tard, à avoir une amplitude plus faible. C'est ce qu'on voit ici avec l'évolution de l'onde P300 en fonction de l'atteinte dans les maladies neurodégénératives. Mais on trouve ça dans le vieillissement cérébral, on trouve ça dans les démences neurodégénératives, mais on trouve ça aussi dans l'alcoolisme, la schizophrénie, les troubles bipolaires et le TDAH, à chaque fois corrélés avec les baisses de flexibilité cognitive. Alors, je marque ici l'histoire de l'impulsivité. Il y a un lien entre l'amplitude et l'impulsivité. L'amplitude de la P300 corrèle très bien avec la dimension impulsivité qui aussi est transpathologie. Et potentiellement pourrait avoir un lien avec le QI, c'est-à-dire qu'en fait certains essais ont montré une corrélation entre l'amplitude de la P300 et le test de QI, mais quand on faisait des sous-clusters pour vérifier précisément l'impulsivité, c'est l'impulsivité qui ressortait. C'est-à-dire qu'en fait les gens étaient trop impulsifs et répondaient mal, alors qu'en fait leur QI était préservé. Donc ce serait très intéressant de faire du neurofeedback en utilisant la P300. Alors vous allez me dire, encore une fois, ça n'a pas été fait. C'est dommage, parce que depuis tout à l'heure, je vous parle de choses qui seraient super intéressantes et qu'on ne fait pas. Pourquoi on ne les fait pas? Parce qu'il nous manquait les technologies adéquates en termes de traitement de signal, de modélisation, et que le champ des interfaces cerveau-machine n'était pas assez mature. Mais ça tombe très bien, parce que la personne qui va parler juste après moi va vous parler de développer du neurofeedback pour la P300. Alors attendez, j'ai pas fini. Vous débarrassez pas de moi tout de suite. J'ai encore 2 semaines. 4. Voilà. On a le même rapport avec d'autres interfaces cerveau-machine. Par exemple, si on prend les mesures de potentiel évoqué de régime permanent, si je prends mon histoire de clavier avec des éléments qui clignotent à différentes fréquences, on arrive à très très bien détecter sur laquelle de ces touches l'attention est portée en regardant les fréquences de clignotement. En fait, les potentiels évoqués de régime permanent, c'est un très bon corrélat de l'attention visuelle spatiale. Si jamais je présente 2 systèmes clignotants en face de l'œil droit et de l'œil gauche, et que je demande à l'individu de basculer son attention spatiale sur l'une ou l'autre, on va trouver dans son cerveau des réponses qui évoluent dans l'hémichon droit ou l'hémichon gauche, en fonction de là où il place son attention. On peut donc détecter en temps réel auquel des 2 stimulus le sujet place son attention. Donc prenez une personne dont les systèmes attentionnels sont endommagés, vous avez un corrélat direct de leur attention. Et quand je parle d'attention, ici je ne parle pas d'éveil ou de vigilance, je parle bien de l'attention soutenue, maintenue, donc de mécanismes cognitifs de haut niveau. Ces réponses, Steady State Visually Evoked Potential,
ont l'avantage aussi de pouvoir être utilisés comme marqueurs. C'est-à-dire que quand on fait clignoter un stimulus, par exemple émotionnel, les cartes topographiques à la fréquence de stimulation vont corréler avec la valence de l'émotion. Donc on a ici un corrélat qui est très très fin de la valence émotionnelle, et on est sûr que ce qu'on mesure c'est bien de la valence émotionnelle et pas de la valence plus quelque chose d'autre. On sait aussi par exemple que la stabilité de cette réponse est très atteinte chez les autistes. Les autistes ont un problème de gating sensoriel, une difficulté dans la réception d'informations, ils sont très rapidement en saturation, ils ne supportent pas la charge cognitive, et donc ils vont avoir tendance à inhiber très rapidement le signal SSVP. Donc, je ne m'attarderai pas dessus, mais là encore une fois, on aurait la possibilité d'essayer de travailler dessus. Et en fait, ça a déjà été fait. Alors, ça a déjà été fait, mais de façon indirecte. C'est-à-dire que dans beaucoup d'études dans la littérature, ma connaissance, c'est l'étude de la LOR, donc de la NASA aux États-Unis, est la première à en avoir parlé de façon ouverte. Mais il y a beaucoup d'études dans lesquelles on utilise le neurofeedback sur les SSVP pour augmenter les performances des utilisateurs. Et on sait que les performances sont augmentées quand on présente un neurofeedback, en particulier s'il est motivant. Là ici, il s'agissait de présenter un petit jeu où l'équilibre des deux plateaux est changé en fonction de la concentration spatiale, et si le sujet se concentre mal, il perd et le bonhomme tombe. Et simplement le fait de faire ça, au lieu d'avoir un système tout bête où on regarde sans entraînement, ça va augmenter drastiquement les performances des sujets. Donc vraisemblablement, on a un effet de neurofeedback, c'est juste que dans le domaine des interfaces cerveau-machine, on est trop timide pour le dire. Alors, je vais prendre un cas qui est encore plus explicite de ça, pour montrer le lien entre les deux domaines. Le rythme sensorimoteur, c'est un petit peu un des tout premiers systèmes qui a été utilisé pour les interfaces cerveau-machine. Vous en avez déjà entendu parler plusieurs fois ce matin. Si je me concentre sur la main droite ou la main gauche, je vais moduler mon rythme mu. Et donc, si vous lisez la littérature des interfaces cerveau-machine, on vous dit que le rythme mu, ça correspond à l'activité somatosensorielle ou éventuellement à l'exécution du mouvement. On parle d'imagination, mais on reste très très vague au niveau cognitif sur ce que ça représente. Alors qu'en fait, le rythme mu en question correspondrait plus au contrôle somatosensoriel et à sa planification, ce qui est de l'ordre de la cognition. C'est pas étonnant en soi, le cortex cérébral, c'est pas le cervelet. On n'est pas dans l'exécution du mouvement, on est dans son organisation. Donc par exemple, on sait que ce rythme va avoir tendance à ne pas fonctionner de la même manière chez les sportifs de haut niveau. Là ici, on a un sportif de haut niveau comparé à un débutant. Donc ce sont des tennismen qui observent une vidéo de tennis. Et vous voyez ici que le rythme mu est beaucoup plus faible chez les experts que chez les débutants. Pourtant, on leur demande de faire un jugement sur la tâche. La différence, c'est que l'expert, lui, a déjà tout un ensemble de représentations mentales sur comment organiser, planifier le mouvement, il sait ce qu'il est en train de regarder. Et donc, son activité cérébrale n'est pas la même. Et il y a relativement peu d'études sur le sujet, mais si on essaye de moduler ce rythme mu, il semblerait que les performances augmentent. Ça a été le cas, par exemple, il y a eu des études sur les joueurs de fléchettes et sur le golf. On demande aux personnes de s'entraîner en imagination à faire du golf ou à jouer aux fléchettes, on module leur rythme mu, et après sur le terrain, ils ont meilleure performance. Maintenant, je compare ça, où on est du domaine du neurofeedback, avec ce qu'on trouve dans le domaine des interfaces cerveau-ordinateur. Et là, vous avez l'activité mu d'un sujet qui essaye d'utiliser une interface avant l'utilisation, et puis après, quelques temps passés, quelques sessions passées à s'entraîner. Et on voit une réorganisation corticale, il y a eu un changement assez profond du cerveau du sujet. Il y a bien eu un entraînement, il y a bien eu un neurofeedback. Donc on sait de façon certaine qu'on peut entraîner ce rythme mu. On sait aussi qu'il y a un lien avec des fonctions cognitives, mais il n'y a pas de dialogue entre les deux communautés et l'intérêt que ça pourrait avoir pour les patients. Donc en gros, les interfaces cerveau-machine motrices, c'est du neurofeedback qui s'ignore. Je terminerai en parlant de neurofeedback écologique, parce qu'on est toujours sur les différentes approches dimensionnelles. J'ai parlé d'abord de l'EEG de fond, c'est-à-dire les activités état de conscience. Ensuite, j'ai parlé d'EEG en réponse à un stimulus, avec des activités transitoires. Maintenant, je vais parler d'EEG quand on est impliqué dans une tâche, pendant la tâche. Donc là, on est en dehors du laboratoire. Donc par exemple, on pourrait prendre un système EEG et le mettre sur la tête d'un utilisateur pendant qu'il est en train de jouer au golf.
au lieu de lui faire du golf en imagination? Est-ce que ça pourrait apporter quelque chose? Là, ici, encore une fois, les études dans ce domaine sont très très limitées. C'est plus des pistes de recherche. Je ne vais pas vous présenter de résultats, il n'y en a pas. Alors, il n'y en a pas pourquoi? Pour des raisons techniques. C'est très difficile d'enregistrer un EEG sur un individu en mouvement, ça produit des artefacts. Et les technologies sont en train d'arriver à maturation. Donc, il s'agit d'un champ de recherche qui est en train de s'ouvrir. Et une technique qui permettrait de le faire consiste à prendre en laboratoire un test cognitif dans lequel il n'y a pas de système d'artefacts, donc on est sûr de ne pas avoir de problème, on est sûr de ne pas avoir de contamination quand on construit notre interface cerveau-machine, et d'utiliser ce modèle en situation de vie réelle, où là il y a des artefacts. De cette façon, on n'a pas contaminé le modèle. Voilà. Donc là, ici, je vous présente une vue synthétique de ce qu'on a vu, ce qu'on a traversé. C'est la face émergée de l'iceberg. C'est juste pour dire que tout est à construire dans ce champ. Alors tout est à construire dans ce champ, et je reviens sur quelque chose qu'on a échangé avec Thomas hier. Tout est à construire, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été construites et qui sont à redécouvrir. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Rares sont les présentations où on se sent plus intelligent pendant et après. Et c'est l'exemple d'une présentation où on se sent plus intelligent. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Bonjour, déjà je voulais vous remercier pour votre présentation. Je voulais savoir, s'il vous plaît, concernant l'anomalie bipolaire, est-ce que vous avez quand même étudié l'effet d'un sujet qui a le bipolaire par rapport au néophyte quand il prend le médicament et sans le médicament? Est-ce que l'effet secondaire du médicament est mesurable? C'est vraiment un sujet très très important à soulever. Est-ce qu'on arrive par rapport à une question générale au fur et à mesure de pratiquer le neurofeedback? Est-ce qu'on arrive à diminuer les médicaments? Est-ce qu'on arrive à peut-être enlever le médicament un jour? Et quel est le lien entre la possession de médicaments pendant des années, parce que c'est quand même connu qu'en France, malheureusement, nous sommes le premier État mondial à consommer des hyperdépresseurs. Merci pour votre question. Alors c'est une question qui touche en fait à plusieurs éléments. Donc je ne peux pas vous répondre d'une façon très simple, mais je vais essayer de synthétiser. Si on veut regarder l'effet du médicament, en fait ça veut dire qu'il faut qu'on compare l'effet du neurofeedback avec le neurofeedback seul, ou le neurofeedback plus le médicament, ou le médicament seul. Et qu'on vérifie ensuite dans les populations des individus en fonction de leur personnalité, comment ils ont réagi à l'un ou à l'autre. Et là on rentre dans des problématiques de validation. Parce que c'est très difficile de construire justement ce genre de test. Et ça tombe bien parce qu'on a une oratrice, Aurore, qui va parler juste après des problèmes de validation. Et donc vous allez avoir une partie de la réponse sur pourquoi en fait on a trop peu fait ce genre d'études, parce qu'en fait c'est extrêmement difficile de les mener et de les mener bien. C'est-à-dire que c'est très facile d'introduire des biais dans ces études. Ensuite, effectivement, quand on prend un médicament, il y a un changement dans l'activité cérébrale en elle-même et dans le fonctionnement de l'individu. Ça va changer les capacités de l'individu, le médicament va fonctionner comme un étayage. Donc, je ne m'avancerai pas trop pour y répondre, mais si on prend par exemple la combinaison des médicaments et des psychothérapies, il y a plusieurs études qui vont montrer que les médicaments vont aider dans la psychothérapie en rendant accessible une thérapie qui ne l'était pas, et vont permettre ensuite de réduire les doses de médicaments. C'est-à-dire que les deux peuvent avoir une interaction vertueuse. Mais c'est difficile à démontrer, que ce soit pour les psychothérapies ou pour le neurofeedback. Je laisserai Aurore répondre plus en détail sur ça. Merci pour cette présentation. Moi j'avais une petite question sur l'utilité de la magnétoencéphalographie pour le neurofeedback. Est-ce que ça pourrait apporter quelque chose? Est-ce que ça existe déjà dans la littérature? Je ne crois pas, mais est-ce que ça pourrait apporter quelque chose en termes de réseau dont on sait qu'ils sont peut-être différents en magnétoencéphalographie? Merci. Alors, je dois préciser que j'ai triché, parce que ce que vous avez ici, c'est un résultat de MEG. Donc, ça répond en partie à votre question. Maintenant,
la magnétoencéphalographie, l'EEG, l'IRM fonctionnel, toutes les techniques d'imagerie cérébrale ont leur spécificité et leurs intérêts. Ce qui est en commun entre la MEG et l'EEG, c'est une très bonne résolution temporelle, ce qui est très intéressant pour la cognition. Donc, a priori, oui. Par exemple, c'est assez difficile à identifier parce que probablement que les réseaux sont distribués. Est-ce que la magnétoencéphalographie, est-ce qu'éventuellement c'est pas se tirer une balle dans le pied, entre guillemets, se tirer une balle dans le pied que de faire du neurofeedback en magnétoencéphalographie, ou à contrario, est-ce que ça ne permet pas d'accéder peut-être à certains réseaux, encore une fois certains rythmes, notamment des rythmes profonds dont on parlait Alors on n'accède pas effectivement, par exemple en EEG, on n'accède pas forcément facilement au sous-cortical. On n'accède pas forcément au même, puisqu'on est sur du transversal, le signal n'est pas le même, on n'accède pas sur ce qui se passe en intersillon, donc il y a des éléments qui peuvent être complémentaires. Oui, il y a plusieurs études de littérature en neurofeedback MEG qui existent, bien sûr. Il n'y a pas eu que de l'EEG. Là, j'avais restreint le champ de mon discours sur l'EEG. Moi, j'ai une question clinique. Si on est sur une approche dimensionnelle, comme ça, sur la croissance, tout ça, est-ce qu'il y a des dimensions psychophysiologiques pertinentes? Est-ce qu'il y a des échelles de symptomatologie clinique correspondant à chacune de ces dimensions, pour qu'on voit bien que si on fait du neurofeedback θ-alpha chez les enfants hyperactifs, peut-être que c'est l'éveil, mais à ma connaissance, à part l'échelle des poires sur l'échelle de somnolence, il n'y a pas une échelle de comportement d'éveil, ou de choses comme ça. Peut-être qu'il y en a une, mais... Alors, ouais, et donc, est-ce qu'il y a des outils cliniques qui permettent de montrer que c'est efficace sur la vie de tous les jours, ces dimensions? Alors, moi, je vois deux éléments dans ta question. Parce qu'il y a les éléments de comment on mesure ces dimensions, et puis l'autre côté du transfert dans la vie. Parce qu'effectivement, quand on peut demander à un sujet de répondre à un questionnaire pour vérifier s'il est plus ou moins éveillé, on peut mesurer son éveil en laboratoire, c'est pas forcément prédicteur de son éveil dans la vie de tous les jours. Les problèmes, les thématiques de transfert en fait du traitement. Et malheureusement, effectivement, l'approche dimensionnelle, c'est quelque chose de plutôt nouveau. Donc toutes les échelles ont été basées sur du catégoriel au départ, ont été pensées pour le catégoriel. Ce qui signifie qu'il faudrait recréer justement tout un ensemble d'échelles et de biomarqueurs adaptés qui soient transversaux. Alors, comme je le disais, il y a déjà des choses qui existent. C'est-à-dire que dans la littérature, il y a quelques pionniers qui ont essayé de vraiment étudier ces dimensions, mais ils sont partis à ce moment-là non pas d'échelles, mais de modèles a priori. C'est-à-dire qu'ils ont constitué, quand je prends l'étude de John par exemple, ils sont allés constituer des clusters depuis les signaux, depuis des biomarqueurs directement. Ils sont allés regarder s'il y avait des groupes d'activité dans les biomarqueurs EEG. Ils ne sont pas allés regarder à quoi ça correspondait en termes de traits psychologiques d'une façon fine. Avec aussi un problème qu'on essaie de matcher à des torchons et des serviettes, parce que les marqueurs EEG vont être très spécifiques, alors que les échelles psychologiques sont très peu spécifiques. Donc ils vont mal se recouper. Donc il y a un travail à faire dans cette direction-là, en psychologie, sur le fait de construire effectivement ces échelles, qui devraient impliquer des méthodes d'ingénierie, de machine learning, de sélection de variables. Donc autrement dit, il faudrait que tout ce qui a été fait comme effort dans le champ des interfaces cerveau-machine vienne contaminer un peu la psychologie et qu'on commence à modéliser le fonctionnement humain avec des outils statistiques de haut niveau. Une question, pour essayer de comprendre un petit peu comment ont été déterminés ces différents potentiels évoqués, est-ce que c'est quelque chose qui se fait facilement ou pas? C'est une première question. Et est-ce que dans la perspective d'une utilisation notamment thérapeutique, on pourrait imaginer par rapport à telle ou telle fonction cognitive de pouvoir assez facilement retrouver un potentiel évoqué spécifique? Alors, ce que vous voulez savoir, c'est est-ce que c'est difficile de mesurer un potentiel évoqué? Je prends un exemple, par exemple, sur la dimension notamment de... qu'est-ce qu'on pourrait avoir la dimension, vous en avez parlé un petit peu, mais la dimension de l'anxiété ou du perfectionnisme, enfin différentes dimensions de personnalité qu'on peut retrouver dans des pathologies psychiatriques. Est-ce qu'on peut assez facilement réussir à déterminer des potentiels évoqués spécifiques ou pas, dans le but ensuite de pouvoir éventuellement travailler ça en neurofeedback après? C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait arriver à créer de nouveaux potentiels évoqués ou ça vous voulez dire?
Alors, par rapport aux potentiels évoqués, vous avez des potentiels qui sont sensoriels et d'autres qui sont plus cognitifs. Et on en a déjà identifié un certain nombre. Ce qui manque comme identification, c'est de faire le lien entre ces potentiels évoqués et les dimensions en question. Ce que je disais, c'est par exemple, on va aller étudier, quand je prends, parce que là vous parliez de l'anxiété. Là ici, on a un potentiel évoqué qui corrèle avec l'hypervigilance cognitive. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les études en question, on ne va pas forcément avoir une étude qui va porter sur l'ensemble des sujets de la planète, quelle que soit leur pathologie, et regarder leur ERN en fonction de l'anxiété. On va trouver une étude sur les TOC et la négativité d'erreur, une étude sur les troubles anxieux et la négativité d'erreur. Et après, les méta-études vont conclure sur le fait que ça vient probablement de l'anxiété. Et pour le valider, il faudrait des études de cohorte sur ces marqueurs. Et là, effectivement, c'est pas forcément trivial. Maintenant, en se basant dessus, si jamais on se base sur ce qui existe dans la littérature, c'est pour ça que je vous disais, en fait, c'est pas si trivial que ça. Hein. Trouver un lien entre une dimension et des marqueurs, il faut des quantités de mesures, et c'est un travail qui a été fait que partiellement. Mais une fois qu'on a ces marqueurs, enregistrer une négativité d'erreur, c'est pas très compliqué comme protocole. Ce qui est dur, c'est de le faire en temps réel. Là, effectivement, il faut un peu de technologie, mais... Oui, si j'avais compris votre question, c'est qu'en plus, il n'y a pas eu de recherche systématique pour essayer de faire une GCOP, un atlas de GCOP de l'ensemble des fonctions cognitives. Je crois que voilà, le problème, c'est que que... très empirique, comment ça a été trouvé. Exactement. Ils sont là, la P300, la négativité, on trouve que ça fait différentes dimensions, mais il n'y a pas de recherche systématique. En fait, on ne les a pas développés dans cet axe-là. La plupart des recherches ont été faites avec un point de vue catégoriel. Donc il faut basculer sur un point de vue dimensionnel, et donc du coup, il faut éplucher dans la recherche à arriver à trier le bon grain de livret. L'information est là, mais elle est mélangée. Et vous pensez que c'est possible, en tout cas, de faire là où l'approche dimensionnelle est de plus en plus effectivement mise en avant, que ça serait possible d'envisager un travail futur? Alors non seulement je pense que c'est possible, mais je pense que c'est dommage qu'on ne le fasse pas.